Mon mari a annoncé qu'il me quittait pour ma propre demi-sœur juste devant moi et nos 3 enfants. 8 mois plus tard, il l'a épousée. Elle m'a regardé à travers la table du dîner ce soir-là et a dit « Ne rends pas les choses sordides ». Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai plutôt passé un appel téléphonique. Et au moment où ils ont franchi cette porte, se tenant la main comme s'ils venaient de gagner quelque chose, je savais déjà que leur avenir ensemble ne serait pas ce qu'ils imaginaient. Je m'appelle Amberly Winslow, et pendant 11 ans, j'ai cru que ma famille était la seule chose dans ma vie que l'on ne pourrait jamais m'enlever. J'avais tort, mais pas de la manière à laquelle vous vous attendriez. Parce que ce qui s'est passé dans mon salon ce soir-là n'était pas la fin de mon histoire. C'était le début de la leur, qui s'effondrait, morceau par morceau, exactement comme il le méritait. Je dois vous ramener au début, car rien de tout cela n'a de sens si vous ne comprenez pas comment Sage et moi sommes devenus sœurs au départ. Nous ne sommes pas nés ainsi. Mon père, Anders, a épousé sa mère, Céleste, quand j'avais 9 ans et que Sage en avait 11. Je me souviens du mariage comme si c'était hier. Une petite cérémonie dans le jardin, des guirlandes lumineuses, Sage dans une robe jaune qu'elle détestait parce qu'elle voulait porter du noir, ce qui, selon elle, la faisait paraître plus âgée. Dès le premier jour, Sage avait cette façon de se positionner comme celle qui était intéressante, la dramatique, celle à qui les gens prêtaient attention. J'étais la belle-fille tranquille qui faisait ses devoirs et aidait à mettre la table. C'était elle qui pleurait le plus fort, riait le plus fort, et finissait toujours d'une manière ou d'une autre au centre de chaque photographie. Je ne dis pas cela avec ressentiment. Pendant longtemps, je l'ai aimée comme on aime une sœur que l'on n'a pas choisie, mais avec qui on a grandi quand même. Nous partagions une salle de bain, nous nous battions pour des vêtements, et nous nous couvrions mutuellement lorsque nous sortions en douce à l'adolescence. Quand j'ai rencontré Liam lors de ma 2e année d'université, Sage a été la première personne que j'ai appelée. Elle a crié au téléphone et m'a dit qu'il semblait parfait pour moi. Elle était à mon mariage, debout juste à côté de moi dans une robe vert pâle, épongeant ses larmes pendant les vœux et disant à tout le monde par la suite qu'elle n'avait jamais vu 2 personnes plus assorties. Elle m'a tenu la main dans la chambre d'hôpital à la naissance de Chase, et de nouveau 2 ans plus tard lorsque les jumeaux, Lyra et Ara, sont venus au monde en criant assez fort pour réveiller toute la maternité. Elle se présentait avec des plats cuisinés pendant ces semaines épuisantes de nouveau-né, pliés de minuscules grenouillères pendant que je dormais, et m'a dit plus d'une fois que regarder Liam avec nos enfants lui faisait croire que les hommes bons existaient encore. Pendant des années, j'ai considéré Sage comme l'une des personnes les plus stables de ma vie, même si sa propre vie ne cessait de s'effondrer autour d'elle. Mon père avait l'habitude de plaisanter en disant que Sage collectionnait les commencements comme d'autres collectionnent les souvenirs, brillants, excitants, et finalement rangés dans un tiroir et oubliés. Enfant. C'est elle qui m'a convaincu de sécher les cours pour un concert à 2 états de distance. Celle qui a convaincu nos parents de me donner un couvre-feu plus tardif en mon nom parce qu'elle savait exactement quels arguments fonctionnaient sur eux. Je l'adorais pour ça. Je n'ai jamais une seule fois considéré que la même agitation qui la rendait amusante pendant notre enfance pourrait, des années plus tard, la rendre impossible à côtoyer pour construire une vie. En y repensant maintenant, je peux voir les fissures qui ont toujours été là. De fines fractures que j'ai choisi de ne pas examiner de trop près. Sage ne semblait jamais rester longtemps nulle part. Ni dans les emplois, ni dans les villes, et certainement pas dans les mariages. Son premier mariage s'est fait rapidement, juste après l'université, avec un homme nommé Desmond, qu'il adorait complètement. Il a duré à peine 2 ans avant qu'elle ne demande le divorce, disant à notre famille qu'il avait cessé de grandir avec elle. Son 2e mariage a eu lieu 4 ans plus tard avec un homme qu'elle a rencontré lors d'un voyage d'affaires, et celui-là n'a même pas duré 18 mois. Les 2 fois, elle s'est présentée à ma porte avec des valises et une histoire sur le fait qu'elle avait été incomprise. Et les 2 fois, je l'ai laissée rester avec nous le temps qu'elle se remette sur pied. Liam ne s'y est jamais opposé. Il la serrait dans ses bras à son arrivée, lui disait que notre maison était aussi la sienne, et aidait à porter ses sacs jusqu'à la chambre d'amis comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les années entre la naissance des jumeaux et ce dernier dîner d'anniversaire ont été, pour la plupart, de bonnes années. Liam travaillait dans les ventes régionales, ce qui signifiait des périodes de voyage suivies de semaines à la maison où il se consacrait à être présent, entraînant l'équipe de baseball junior de Chase. Construisant un fort en couverture élaboré avec les jumeaux qui occupaient la moitié de notre salon pendant tout un été, apprenant à tresser les cheveux maladroitement, mais avec enthousiasme, parce que Lyra le lui avait demandé. Je travaillais régulièrement comme coordinatrice de projet, fière de la carrière que j'avais bâtie,
tout en réussissant à être à la maison pour le dîner la plupart des soirs. Nous étions une famille parfaite. Nous nous disputions parfois à propos de l'argent, à propos de savoir à qui était le tour de gérer le ramassage scolaire, à propos des frictions ordinaires qui accompagnent l'éducation de 3 jeunes enfants sous un même toit. Mais en dessous de tout ça, je croyais que nous étions solides. Je croyais que les fondations étaient réelles. Je veux être honnête à propos de quelque chose, car cette histoire ne fonctionne que si je le suis. Il y a eu de petits moments au fil des ans que j'ai balayés parce que je ne voulais pas croire qu'ils signifiaient quelque chose. La façon dont Liam riait un peu trop facilement aux blagues de Sage. La façon dont il se souvenait de détails de sa vie que je ne lui avais pas racontés. La façon dont elle posait sa main sur son épaule une seconde de trop en lui disant bonne nuit. Je me disais que j'étais paranoïaque, qu'une femme qui a déjà été trompée commence à voir des ombres là où il n'y en a pas. Je n'avais jamais été trompé, mais un instinct en moi tenait quand même un registre silencieux, additionnant de petites choses que je ne pouvais pas encore nommer. La dernière fois que le mariage de Sage s'est terminé, environ 8 mois avant que tout ne s'effondre, elle a de nouveau emménagé avec nous pendant qu'elle réglait ses affaires. Cette fois, quelque chose semblait différent. Bien que je n'aurais pas pu vous dire quoi, elle est restée plus longtemps que d'habitude. Elle a commencé à aller à la salle de sport avec Liam le matin. Elle a commencé à préparer le dîner certains soirs avant que je ne rentre du travail, prétendant qu'elle voulait juste aider puisqu'elle ne payait pas de loyer. Je me disais que je devrais être reconnaissante. Au lieu de cela, j'ai commencé à moins bien dormir. J'ai commencé à remarquer à quelle fréquence le téléphone de Liam était face contre la table. J'ai commencé à remarquer à quel point la maison semblait silencieuse quand ils étaient tous les deux dans une pièce ensemble et que j'entrais. J'ai mentionné une partie de cela une fois à ma meilleure amie Joséphine, autour d'un café un mardi matin dont je me souviens encore clairement. Je lui ai dit que je me sentais ridicule de le dire à voix haute, que je n'avais aucune preuve de quoi que ce soit, juste un sentiment que je ne pouvais pas chasser. Joséphine ne m'a pas dit que j'imaginais des choses et elle ne m'a pas dit que j'avais raison non plus. Elle a juste serré ma main et a dit quelque chose que j'ai gardé avec moi depuis lors. Qu'une femme n'a pas besoin de preuves pour commencer à se protéger. Seulement une raison d'être prudente. Cette conversation est restée avec moi plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je n'ai jamais confronté ni l'un ni l'autre directement. Pas au début. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. Discrètement, sans le dire à personne, j'ai pris rendez-vous avec une avocate en droit de la famille nommée Vivian Roswell, une femme qu'une collègue m'avait recommandée des années auparavant, juste au cas où. Je me suis dit que ce n'était qu'une précaution, que j'étais trop prudente comme je l'avais toujours été. Vivian m'a posé beaucoup de questions ce jour-là sur nos finances, sur la maison, sur qui était propriétaire de quoi. Il s'est avéré que cela importait plus que je ne l'aurais jamais imaginé. La maison dans laquelle nous vivions m'était parvenue par la succession de ma mère 2 ans avant que Liam et moi ne nous marions, et je n'avais jamais ajouté son nom à l'acte de propriété, principalement par habitude plutôt que par un plan délibéré. Vivian a expliqué que parce que je l'avais hérité avant le mariage et que je n'avais jamais ajouté Liam à l'acte, j'avais de fortes chances de la faire considérer comme un bien propre, bien qu'elle ait pris soin de me dire que rien n'était garanti. Des choses comme des fonds communs ou de l'argent dépensé pour la maison pendant le mariage pourraient compliquer cette revendication et cela dépendrait en fin de compte de la manière dont nos finances avaient été gérées au fil des ans. Elle m'a également expliqué à quoi ressemblerait une séparation légale de nos conjoints si jamais cela devait arriver et m'a aidé à comprendre en termes clairs quelle documentation j'aurais besoin si je devais un jour agir rapidement pour me protéger, moi et les enfants. J'ai quitté son bureau ce jour-là en me sentant stupide d'y être allé. J'ai gardé les papiers quand même, rangés dans un dossier au fond d'un tiroir et je me suis dit que je n'en aurais probablement jamais besoin. 6 mois plus tard, le soir de notre 11e anniversaire de mariage, j'en ai eu besoin. J'avais prévu un dîner tranquille à la maison. Rien d'extravagant, juste nous 5 et un repas fait maison parce que Liam avait dit qu'il voulait quelque chose de simple cette année-là. Sage vivait encore avec nous à l'époque, et elle a proposé de m'aider à cuisiner, ce qui aurait dû sembler gentil mais a plutôt crispé mon estomac d'une manière que je n'ai pas examinée de trop près. Chase a mis la table sans qu'on le lui demande, fier de lui comme un enfant de 8 ans peut être fier de petites responsabilités. Lyra et Ara, âgés de 6 ans et inséparables, se sont disputés pour savoir qui allumerait les bougies, une tâche qu'aucune d'elles n'était réellement autorisée à faire, ce qui a abouti à la négociation habituelle sur qui pourrait les souffler à la place. Le dîner a commencé assez normalement. Liam a porté un toast à nos 11 ans, et je me souviens avoir pensé, même à ce moment-là,
à quel point il était étrange que ses yeux ne rencontrent pas vraiment les miens quand il l'a dit. Au milieu du repas, il a posé sa fourchette, m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant, quelque chose entre la culpabilité et le soulagement, et a dit qu'il devait me dire quelque chose. Ma première pensée, absurdement, fut qu'il avait perdu son emploi. Je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Il a dit qu'il était amoureux de Sage. Il a dit que cela se développait depuis longtemps, plus longtemps qu'aucun d'eux ne l'avait voulu. Il a dit qu'il voulait un divorce et que lui et Sage voulaient être honnêtes avec tout le monde plutôt que de continuer à vivre dans le mensonge. Les enfants se sont tus. La fourchette de Chase a cliqueté contre son assiette. Lyra s'est mise à pleurer avant même de comprendre ce qui se passait, de la manière dont les jeunes enfants le font lorsqu'ils sentent la température d'une pièce changer. Sage était assise là, à côté de lui, sans même sourciller. Et quand je me suis tourné pour la regarder, lui demandant silencieusement de me dire que c'était une sorte de terrible blague, elle a tendu la main sur la table, a touché la mienne, et a prononcé les mots que je n'oublierai jamais tant que je vivrai. Ne rends pas les choses sordides. Je veux vous dire que j'ai crié. Je veux vous dire que j'ai jeté quelque chose, que j'ai sangloté, que j'ai exigé des réponses devant mes enfants comme les émissions de télévision nous disent que les femmes trahies sont censées le faire. Je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi est devenu très calme et très clair, de la même manière que l'eau devient calme juste avant de geler. J'ai regardé mes 3 enfants, j'ai vu Chase rapprocher ses sœurs de lui comme s'il comprenait déjà qu'il devait les protéger, et je me suis levé de table sans hausser la voix. J'ai dit à Liam et Sage qu'ils pouvaient partir. Je leur ai dit que je ne ferais pas de scène devant les enfants. Et puis je suis allé dans l'autre pièce, j'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel. Ce n'était pas à une amie. Ce n'était pas à mon père. C'était à Vivian Roswell. J'avais gardé son numéro enregistré pendant 6 mois, espérant à moitié ne jamais l'utiliser. Ce soir-là, je l'ai utilisé. En moins de 4 minutes, j'ai confirmé exactement ce qu'elle m'avait déjà dit lors de notre première rencontre, que l'acte de propriété et la chronologie me donnaient une position forte sur la maison, et que nous devions agir prudemment mais rapidement pour nous assurer que cela reste ainsi. Je lui ai demandé de commencer le processus de séparation formelle de nos conjoints dès le lendemain matin, avant que l'un ou l'autre n'ait la chance de déplacer de l'argent ou que ce soit. Je lui ai demandé quelle documentation j'avais besoin pour protéger la garde principale étant donné que j'avais été la principale dispensatrice de soins des enfants pendant des années pendant que Liam voyageait pour le travail. Au moment où j'ai raccroché, Liam et Sage étaient déjà en train de faire un sac, se déplaçant rapidement. La façon dont les gens se déplacent quand ils pensent qu'ils sont enfin libres. Ils ont franchi cette porte en moins d'1 heure. La main de Sage dans celle de Liam, tous deux rayonnant pratiquement du soulagement des gens qui croient qu'ils viennent d'échapper à quelque chose. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est qu'ils n'avaient échappé à rien. Ils étaient entrés directement dans les conséquences que j'avais tranquillement préparées sans qu'aucun d'eux ne s'en aperçoive pendant 6 mois. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Et je ne prétendrai pas le contraire pour le bien d'une histoire bien ordonnée. J'avais 3 enfants à qui expliquer cela. 3 enfants qui se réveillaient certains matins en demandant pourquoi papa n'était pas à la maison et pourquoi tante Sage n'y était pas non plus. Chase, étant plus âgé, comprenait plus que je ne le voulais. Il m'a demandé une fois très doucement si c'était de sa faute d'une manière ou d'une autre et cela a brisé quelque chose en moi de devoir expliquer doucement et à plusieurs reprises que ce n'était pas le cas. Lyra et Ara étaient plus jeunes et leur chagrin se manifestait de manière détournée par des crises de colère, des cauchemars et un besoin soudain de dormir dans mon lit la plupart des nuits. Je les ai tenues dans mes bras, toutes les 3, et je ne me suis pas effondré parce que je comprenais, quelque part sous l'épuisement, qu'elles avaient besoin de voir que notre famille, même brisée, était toujours debout. Au cours de ces premières semaines difficiles, c'est Joséphine qui s'est présentée presque tous les soirs avec un dîner qu'elle n'avait pas demandé la permission d'apporter. Qui s'est assise sur le sol de ma cuisine avec moi à minuit plus d'une fois pendant que je regardais dans le vide en essayant de me souvenir comment respirer normalement. Elle ne m'a jamais dit une seule fois quoi ressentir. Elle a juste continué à se présenter, ce qui s'est avéré être exactement ce dont j'avais le plus besoin. L'adaptation des enfants s'est faite par vagues auxquelles je n'étais pas préparé. Chase a commencé à poser des questions pratiques, du genre qui me disait qu'il essayait de contrôler quelque chose dans un monde qui semblait soudainement imprévisible. Où il dormirait quelle nuit, s'il jouerait toujours dans son équipe de baseball, si ses sœurs allaient bien. J'ai répondu à chaque question aussi honnêtement que possible, même lorsque la réponse honnête était simplement que je ne savais pas encore.
Lara a commencé à dessiner des images de notre famille avec un vide étrange là où son père se tenait autrefois. Et il a fallu des mois de conversations douces et patientes, ainsi que quelques séances avec un conseiller spécialisé dans les enfants de divorcés, avant que ces dessins ne recommencent à paraître entiers. La plus silencieuse des jumelles a presque entièrement cessé d'en parler, ce qui m'inquiétait plus que les larmes de sa sœur. Jusqu'à ce qu'un soir, elle se blottisse sur mes genoux et dise simplement que le bruit de notre maison lui manquait. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai dit qu'elle serait de nouveau bruyante. Cela a pris du temps, mais j'avais raison. Le processus juridique s'est déroulé comme ces choses se déroulent réellement, c'est-à-dire lentement, méthodiquement, sans le moment dramatique unique que la télévision promet. Vivian a déposé les documents arguant que la maison devait rester ma propriété distincte. Et après avoir examiné l'acte de propriété et nos dossiers financiers, l'avocat de Liam a choisi de ne pas le contester, car la chronologie et la documentation lui laissaient peu de marge de manœuvre pour argumenter le contraire. Les comptes joints ont été partagés en fonction de ce qui avait été réellement contribué par chacun de nous, vérifiés par le processus d'examen standard de la banque, qui a pris la meilleure partie de 2 mois et a révélé quelque chose que je n'avais pas prévu. Au cours de l'année précédente, Liam avait discrètement retiré des montants plus importants que d'habitude et les avait transférés sur un compte que Sage avait ouvert à son propre nom. De l'argent qu'il a plus tard prétendu être destiné à l'aider à se remettre sur pied lors de son divorce le plus récent. L'examen de la banque a signalé le schéma. Et bien que rien de tout cela ne constitue une affaire criminelle, cela signifiait que lorsque nos finances ont été démêlées, une partie importante de ce qui aurait dû aller au fonds d'études de nos enfants avait déjà discrètement disparu au nom de Sage des mois avant le dîner d'anniversaire qui a mis fin à mon mariage. Vivien m'a expliqué les conclusions ligne par ligne, patiemment, de la même manière qu'elle m'avait expliqué tout le reste. Et je me souviens d'être assise dans son bureau, me sentant moins en colère que prévu et plus étrangement validée, comme si une partie silencieuse et vigilante de moi avait toujours su que le registre que je tenais dans ma tête n'était pas de la paranoïa après tout. Nous avons travaillé ensemble au cours des semaines suivantes pour récupérer ce que nous pouvions raisonnablement, principalement en ajustant la division des actifs matrimoniaux restants pour tenir compte de ceux qui avaient déjà quitté le ménage. Un processus que l'avocat de Liam n'a pas combattu aussi âprement que je m'y attendais. Peut-être parce que Liam lui-même était alors impatient de simplement aller de l'avant. La garde s'est réglée d'une manière qui donnait l'impression, pour la première fois depuis des semaines, que le monde avait encore un peu d'équité. Parce que j'avais été la principale dispensatrice de soins des enfants pendant des années, et parce que Liam avait volontairement quitté le foyer et emménagé avec Sage quelques jours après notre séparation, le tribunal m'a accordé la garde principale avec un calendrier parental structuré pour Liam. Ce n'était pas une punition. C'était simplement le reflet de la vie que nous menions réellement, officialisée sur papier. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la rapidité avec laquelle le reste de notre famille élargie a commencé à reconstituer la vérité sur l'histoire de Sage. Mon père, dévasté et furieux à parts égales, a commencé à poser des questions sur ces 2 précédents mariages que personne d'entre nous n'avait jamais vraiment examinés de trop près. Desmond, son premier mari, a contacté mon père des mois plus tard, presque en s'excusant, pour dire qu'il avait toujours soupçonné qu'il y avait quelqu'un d'autre vers la fin de leur mariage. Mais qu'il n'avait jamais eu rien de suffisamment solide pour le dire à voix haute jusqu'à ce qu'il entende ce qui m'était arrivé. Son deuxième mariage était plus trouble. Personne ne pouvait indiquer une seule raison claire pour laquelle il s'était terminé, seulement un sentiment général de la part des quelques personnes qui étaient restées proches de cet ex-mari que Sage était devenue distante et inaccessible dans les derniers mois. Le même retrait silencieux qui semblait précéder toutes ces fins, qu'un autre homme soit impliqué ou non. Ma famille, qui avait passé des années à faire de la place pour Sage à chaque table de fête, a tranquillement commencé à serrer les rangs de toute façon, moins parce que chaque détail était confirmé, et plus parce que le schéma lui-même était finalement devenu impossible à ignorer. Céleste, sa propre mère, m'a appelé en pleurant, s'excusant pour une fille qu'elle disait ne plus reconnaître. Mon père a complètement cessé de parler à Sage. Ce n'était pas dramatique. C'était juste un retrait lent et constant de la confiance qu'elle avait passé des années à emprunter. Ce premier Thanksgiving après le divorce m'a dit presque tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont le reste de la famille en était venu à voir les choses. Mon père a organisé la fête comme il le faisait toujours et pour la première fois en plus d'une décennie, Sage n'était pas à table. Personne n'a fait d'annonce formelle à ce sujet. Elle n'était tout simplement pas invitée et personne n'a demandé pourquoi, parce que tout le monde comprenait déjà. Céleste est venue seule, plus silencieuse que d'habitude, et m'a remercié en privé dans la cuisine de l'accueillir encore malgré tout, comme si je pouvais jamais tenir une mère pour responsable des choix d'une fille adulte.
C'était une fête étrange et douce amère, pleine de la douleur particulière d'une famille qui se remodèle autour d'une absence que tout le monde avait choisie ensemble. Liam et Sage se sont mariés 8 mois après la finalisation du divorce lors d'une petite cérémonie au palais de justice dont je n'ai entendu parler que par Chase, qui avait surpris son père au téléphone. Pendant un certain temps, d'après le peu qui me parvenait par les week-ends des enfants avec lui, les choses semblaient assez heureuses. Je me disais que cela ne m'importait plus. Et c'était principalement vrai. J'étais occupé à reconstruire une vie qui me semblait enfin mienne. Plus partagée en trois pour essayer de contenter tout le monde. Je me suis consacré aux enfants, à un travail que j'avais négligé, à une sorte de paix tranquille que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est presque exactement 1 an et demi plus tard que Chase est rentré d'un week-end avec son père et a mentionné nonchalamment que Sage avait été vraiment en colère à propos de l'argent pendant toute la visite. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Les enfants mentionnent des choses sans en comprendre le poids. Mais au cours des mois suivants, les visites ont commencé à changer de petites manières. Liam semblait plus fatigué. Il a commencé à venir chercher les enfants dans une voiture plus ancienne. Il a mentionné une fois, sur le ton prudent de quelqu'un qui essaie de ne pas en dire trop, que les choses avec Sage étaient devenues compliquées. Céleste a dit à mon père et mon père m'a finalement dit que les premiers mois du mariage de Liam et Sage avaient vraiment semblé heureux de l'extérieur. Il y avait des voyages, des dîners au restaurant, des photos de deux que Sage publiait avec des légendes sur le fait d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait. Mais Céleste a également dit que dès la première année, elle avait commencé à remarquer la même tension silencieuse dans la voix de sa fille qui avait précédé les 2 divorces précédents. Une agitation que Sage décrivait toujours comme le fait de dépasser ce qu'elle avait actuellement, comme si le mariage était une paire de chaussures qui s'usait simplement avec l'usage plutôt que quelque chose que 2 personnes construisaient et entretenaient ensemble. Ce que j'ai finalement appris, principalement par mon père, qui avait maintenu une relation tendue mais continue avec Céleste, c'est que le schéma de Sage n'avait pas du tout changé. Elle avait, au cours de leur mariage, déplacé une quantité importante de l'argent que Liam avait autrefois détourné de notre famille vers des comptes à son propre nom, le présentant comme des économies pour leur avenir. Elle s'était également, selon Céleste, impliquée avec un partenaire commercial de Liam pendant une période où il voyageait pour le travail. Le même dénouement silencieux qui m'était autrefois arrivé, lui arrivait maintenant. Quand Liam l'a finalement découvert et l'a confronté, Sage ne s'est pas excusé. Elle lui aurait dit quelque chose de très proche de ce qu'elle m'avait dit un jour à ce dîner d'anniversaire, qu'il ne devait pas rendre les choses sordides, que les gens s'éloignent, que c'était simplement ainsi que la vie fonctionnait. Elle a demandé le divorce dans le mois, son 3e. Et au moment où il a été finalisé, elle était partie avec une part substantielle de ce qui restait de ses économies, protégée par un accord que Liam avait signé au début de leur mariage, à l'époque où il croyait encore, comme je l'avais cru autrefois, que la confiance n'avait pas besoin d'être écrite pour être réelle. Chase, qui à ce moment-là était assez grand pour remarquer plus que l'un ou l'autre de ses parents ne l'aurait probablement réalisé, a mentionné une fois que son père avait semblé différent pendant cette dernière période. Plus silencieux au dîner, plus lent à rire, le genre de fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil. Je n'ai pas demandé à Chase de m'en dire plus parce que je n'ai jamais voulu que mes enfants se sentent comme des messagers entre 2 foyers. Mais j'ai compris, de la manière prudente dont les enfants révèlent plus qu'ils ne le veulent, que quoi que Liam vivait dans ce mariage l'avait usé d'une manière que notre mariage n'avait jamais fait, même au pire. Liam m'a contacté environ 4 mois après la finalisation de son divorce avec Sage. Il a demandé si nous pouvions parler, juste nous deux, sans les enfants. J'ai accepté, principalement parce que je croyais et crois toujours qu'une relation de coparentalité saine compte plus que les vieilles blessures. Nous nous sommes rencontrés dans un café et il avait l'air différent de ce dont je me souvenais. Plus mince, plus silencieux, la confiance facile qu'il portait autrefois remplacée par quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret. Il s'est excusé. Il m'a dit qu'il comprenait maintenant ce qu'il avait jeté, qu'il avait passé la dernière année et demie à regarder quelqu'un le traiter exactement de la manière dont nous nous étions un jour promis, l'un à l'autre, de ne jamais le faire. Il a dit qu'il comprendrait si je ne lui pardonnais jamais, mais qu'il avait besoin de le dire quand même. Il a demandé doucement, presque après coup, s'il y avait une chance pour nous un jour, d'essayer à nouveau. Je l'ai regardé poser la question, cet homme avec qui j'avais autrefois construit toute une vie, et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de la colère, pas même le vieux chagrin, mais une sorte de certitude calme qui m'a surprise par sa tranquillité déjà installée. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas là, dans ce café, avec des étrangers autour de nous.
Je lui ai dit la vérité aussi doucement et aussi clairement que possible. Je lui ai dit que le pardon, le vrai pardon, n'était pas quelque chose que je lui devais simplement parce que son deuxième choix l'avait blessé de la même manière que son premier choix m'avait blessé. Je lui ai dit que j'espérais qu'il avait appris quelque chose de réel, quelque chose qui ferait de lui un meilleur père pour nos enfants, parce que c'était la seule partie de tout cela qui nous liait encore. Mais je lui ai dit que la version de la confiance qu'il me demandait de reconstruire était morte à cette table de dîner devant nos enfants. La nuit où il a décidé qu'une femme qui avait déjà brisé 2 mariages valait plus que celui qu'il avait construit avec moi. Je lui ai dit que je lui souhaitais la paix. Je le pensais, mais je ne saurais pas l'endroit où il viendrait la trouver. Il a hoché la tête, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il n'a pas argumenté. Il a simplement dit qu'il comprenait et m'a remercié d'avoir été honnête avec lui. Il y a eu un long silence entre nous après cela, le genre qui était autrefois inconfortable et qui maintenant semblait simplement honnête. Il a demandé presque avec hésitation si je pensais qu'il était un mauvais père, et je lui ai dit non, sans aucune hésitation, que quoi que ce soit d'autre qui s'était brisé entre nous, les enfants s'illuminaient encore chaque fois qu'ils le voyaient. Et que cela importait plus que tout ce que lui et moi avions perdu. Nous avons fini notre café en parlant prudemment des horaires scolaires des enfants, de la prochaine saison de baseball de Chase et de son intérêt soudain pour la peinture, et cela a semblé étrangement être la première conversation véritablement paisible que nous ayons eue depuis des années. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis longtemps. Non pas parce que j'avais récupéré quelque chose, mais parce que j'avais enfin compris que je n'en avais pas besoin. Il y a une sorte de calme particulier qui s'installe dans une maison une fois qu'elle cesse enfin d'attendre que quelque chose aille mal. Il n'est pas arrivé d'un seul coup. Il est venu progressivement, par petits moments anodins. La première nuit, les 3 enfants ont dormi d'une traite sans que personne ne se réveille en pleurant. La première fois que Chase a ri au dîner sans regarder pour vérifier si c'était permis. Le premier dimanche matin où je me suis réveillé et j'ai réalisé que je n'avais pas du tout pensé à Liam ou à Sage jusqu'à ce que cette pensée elle-même me les rappelle. Joséphine l'a remarqué avant moi. Elle m'a dit un soir, en me regardant rire de quelque chose que Hara avait dit, que je ressemblais de nouveau à moi-même, d'une manière que je n'avais pas eue depuis plus d'1 an. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais retenu jusqu'à ce qu'elle souligne que je l'avais retrouvé. Cela fait presque 2 ans maintenant depuis ce dîner d'anniversaire. Chase a 10 ans, vif et stable, toujours un peu protecteur envers ses sœurs d'une manière qui me brise le cœur et me rend fier en même temps. Lyra et Hara ont 8 ans, de nouveau bruyantes et joyeuses d'une manière qui a mis du temps à revenir, mais qui est revenue complètement, de la manière dont la résilience des enfants nous surprend si souvent si nous leur donnons un terrain suffisamment stable sur lequel se tenir. J'ai gardé la maison. J'ai reconstruit les économies lentement, méthodiquement, de la même manière patiente que Vivian m'avait autrefois appris à les protéger. J'ai regardé Sage, qui a passé des années à croire que les fondations des autres étaient simplement les siennes à emprunter, finir sans rien de stable sur quoi se tenir, après 3 mariages et pas plus près de ce qu'elle cherchait au départ. J'ai entendu dire, indirectement et sans grand intérêt, qu'elle avait déménagé dans un autre état, recommençant une fois de plus dans un endroit où personne ne connaissait encore son schéma. Une partie de moi se demandait autrefois si elle ralentirait un jour assez longtemps pour comprendre pourquoi chaque fondation qu'elle construisait continuait de s'effondrer sous ses pieds. J'ai arrêté de me poser la question. Ce n'a jamais été à moi de le comprendre. Mon père, au cours des années tranquilles qui ont suivi, est devenu plus proche de ses petits-enfants que je ne pense même qu'il s'y attendait. Il assiste au match de Chase sans faute, apprend aux jumelles des jeux de cartes à la table de la cuisine le dimanche après-midi, et pas une seule fois pendant tout ce temps il n'a mentionné le nom de Sage devant eux sans y être invité. Céleste m'appelle encore occasionnellement, doucement, prudemment, et j'en suis venu à comprendre que le chagrin de voir ce qu'un enfant devient est sa propre sorte de déchirement silencieux quand j'essaie de lui faire une place. Même si la fille en question est la raison pour laquelle le mien est arrivé. Je ne pense plus à cette nuit avec colère. Pas vraiment. Je la considère comme le moment où j'ai appris que la chose la plus forte que j'ai jamais faite n'était pas l'appel téléphonique lui-même. C'était de rester assez calme dans le pire moment de ma vie pour protéger les personnes qui avaient réellement besoin de protection. Sage m'a dit de ne pas rendre les choses sordides. Je ne l'ai jamais fait. J'ai juste fait en sorte que, quoi qu'il arrive ensuite, mes enfants et moi serions sur un terrain solide, peu importe qui franchirait cette porte. Si vous avez déjà eu à rester calme au moment même où votre monde entier s'effondrait juste pour protéger les personnes qui avaient le plus besoin de vous, j'aimerais savoir comment vous avez trouvé cette force dans les commentaires.